Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode bonus d'À la croisée des plumes. Aujourd'hui, pas d'invité, il n'y aura que ma voix, pas de thématique particulière non plus, on reste sur le concept de l'épisode bilan, car là on est en décembre, et cet interlude sort le dernier jour de l'année 2023. Tous les ans, je profite de cette période pour faire les comptes et fixer de nouveaux objectifs pour l'année à venir. Je pense pas être la seule à me prêter à cet exercice, alors je vous propose de le faire ensemble. Au programme, on va parler écriture et lecture, sans surprise, car c'est l'ADN de ce podcast. Je vous propose qu'on se pose ensemble, de prendre une boisson chaude parce que c'est la saison idéale pour ça. J'allais dire qu'on papote, mais bon, c'est plutôt moi qui va papoter et vous qui allez m'écouter, et j'espère que ça vous plaira. Comme dans les épisodes classiques, on va commencer par parler écriture. J'ai ressorti les objectifs que je m'étais fixés fin 2022, histoire de rigoler un peu. Je vais vous les lire. Premier objectif, tenter de participer à un appel à texte. Deuxième, écrire une fantaisie adulte. Et enfin, j'avais mis planifier une duologie qui me hante depuis 10 ans. Pourquoi ça me fait rire? Parce que, autant les années d'avant, je réussissais à réaliser la plupart des objectifs que je m'étais fixés, autant là en 2023, mais j'en ai réalisé aucun, et puis j'ai même pas essayé en fait. Je me suis pas forcée du tout et je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour revenir dessus rapidement, pour l'appel à texte, j'avais repéré celui de Projet Silex, qui était celui qui s'appelait, je crois, Démarche ou crève, qui était un appel à texte sur l'administration, mais à la sauce fantasy. C'était un sujet que je trouvais très intéressant et très amusant. Mais finalement, je n'ai pas eu le temps de développer les idées. J'avais un emploi du temps trop chargé. On reviendra là-dessus. Enfin bref. Et j'avais pas envie de squeezer un projet comme ça que j'aurais bâclé. Ça servait à rien et ça m'aurait surmené. Enfin, c'était pas l'objectif. Pour ma fantaisie adulte, c'est une idée que j'ai toujours dans un tiroir de mon esprit. Je la garde chaud. Par contre, pour la duologie qui me hante depuis 10 ans, alors pour revenir rapidement dessus, j'en avais déjà parlé sur Instagram, mais pas ici encore, même si je ferai sûrement un épisode dédié à ce projet. C'est une duologie qui m'est venue en tête en 2013, quand j'étais au lycéenne encore, qui a grandi au fil des années, qui a mûri, heureusement, parce que la Nina de 15 ans n'a rien à voir avec la Nina de 25 ans. Et je considère ce projet un peu comme celui de ma vie, et il me fait un peu peur à cause de ça. Je croyais qu'en 2023, c'était peut-être l'année pour enfin commencer à l'écrire, enfin à le réécrire, parce qu'il y avait eu des tentatives avant. Et finalement, non. Pas que je me sens pas encore prête, mais parce que, comme je vais vous expliquer un peu plus tard, j'étais trop débordée. Donc j'avais de bonnes raisons de pas réaliser ces objectifs. En plus, il faut savoir que moi, je marche beaucoup à l'inspiration. J'ai des périodes comme ça où un projet m'inspire plus qu'un autre, et dans ces cas-là, je peux pas forcer. Si dans mes objectifs, je m'étais dit, tiens, telle période, tu fais projet A, et que finalement, au moment venu, c'est projet B qui s'impose en moi, parfois qui arrive comme ça, alors pas du tout prévu, c'est projet B que je vais travailler parce que je vais pas réussir à me mettre dans projet A et ça va se ressentir dans mon écriture. Donc voilà, il y a aussi d'autres raisons et je vais vous expliquer ça tout de suite. Pour commencer cette rétrospective 2023, je vais parler de ce qui m'est arrivé avec ma casquette d'autrice. Et je voulais commencer par les salons littéraires auxquels j'ai participé. C'était la première fois cette année que je faisais véritablement des salons littéraires. Alors j'avais déjà fait les petits salons près de chez moi, les marchés de Noël, etc. Mais là, je parle vraiment du gros salon dédié à l'imaginaire sur les stands de mes éditeurs. En février, j'ai fait le salon Atrebatia à Arras sur le stand du Chat Noir. Sur le stand du Chat Noir, j'ai également fait West Hurlant en avril. Et avec Magic Mirror Édition, j'ai fait le Dormantastique près de chez moi en juillet. Étrange Grande dans le Grand Est au mois de septembre. Et Grimoire et Potions à Montbéliard pendant les vacances de la Toussaint. J'ai adoré cette expérience d'être sur le terrain, de rencontrer mes lecteurs, de rencontrer de nouveaux lecteurs, de pitcher mes romans et ceux des collègues aussi, des copines autrices, aux gens qui passent et qui s'arrêtent et qui s'intéressent vraiment à ce qu'on fait et qui adorent le concept de nos histoires.
Et puis aussi être sur le stand avec du coup d'autres auteurs, d'autres autrices, nos éditeurs, c'est une super expérience que j'ai adorée. Et normalement en 2024 on remet ça. Normalement avec Magic Mirror on va refaire le Dormortastic et Étrangerand. Il y aura sûrement d'autres salons et je vous confirmerai tout ça bientôt, je vous tiendrai au courant. Et normalement, en mai 2024, le week-end du 26 mai, je vais faire les Imaginales. Alors, je serai sûrement sur le stand du Chat Noir, puisque ma novella sera peut-être sortie à ce moment-là. Mais surtout parce que le dimanche matin, il y a la remise du physique du prix du trophée du PLIB 2023. Et justement, ça va être mon point suivant, puisqu'en 2023, j'ai également eu le privilège, l'honneur, de voir mon roman Le Reflet brisé être nommé au PLIB. Il est allé jusqu'aux finalistes et ce fut une expérience enrichissante qui a eu des hauts et des bas aussi et je vais vous raconter tout ça. Alors, d'abord, le PLIB c'est quoi? C'est le prix littéraire de l'imaginaire Booksfair. Donc comme son nom l'indique, c'est un prix littéraire qui est francophone, qui est dédié à l'imaginaire, donc tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique, dont les jurés sont des blogueurs, des booktubeurs et des bookstagrammeurs. Donc à la place d'avoir un jury qui est sur le volet avec, 5-6 personnes, là on va avoir une centaine de jurés de mémoire. C'était la dernière édition cette année parce qu'il faut savoir que c'est des bénévoles qui font ça. Je pense à Céline et Pauline, les fondatrices du PLIB, toutes les personnes qui ont travaillé à ce magnifique projet durant toutes ces années. C'est une belle aventure qui a mis en avant l'imaginaire francophone et pour ça, je tiens à les remercier encore une fois. Donc pour cette dernière édition, il y avait deux catégories, la catégorie jeunesse young adulte et la catégorie adulte et le reflet brisé était dans cette catégorie-là. En fait, il y a différentes phases de sélection dans les sorties de l'année précédente, donc les sorties 2022. Du coup, le reflet brisé est sorti en mars 2022. D'abord, il y a eu 80 sélectionnés parmi ces sorties. Hein, les sélections sont faites par les membres du jury à chaque fois. Donc 80 sélectionnés, puis 25 sélectionnés, et enfin 5 finalistes. Donc il n'en reste plus que 5. Parmi la centaine de romans qu'il y avait au début, je trouve que c'est un beau parcours et j'en suis très fière. Être parmi les 5 finalistes, c'était déjà une victoire pour moi. Je n'en revenais pas. Surtout que j'étais aux côtés d'auteurs que j'admire beaucoup, comme David Brie et Aurélie Wallenstein. Finalement, on a eu les résultats courant en novembre. Et c'est Christopher Briggs qui a gagné avec son roman Alfie, dans la catégorie adulte. Et bravo à lui. L'aventure du PLIB, ça a été de belles rencontres avec des lectrices. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont permis d'arriver jusqu'en finale. Les personnes qui me connaissaient déjà avant, mais les autres qui m'ont découverte avec le PLIB, que j'ai pu rencontrer en salon aussi. Et j'étais un peu sur mon petit nuage pendant toute la première partie, jusqu'à l'annonce des finalistes un peu après. Mais après, il y a eu en fait un petit revers de la médaille. Il faut savoir que la lecture des 5 finalistes est obligatoire pour tous les jurés. Du coup, il y a des gens qui n'auraient jamais lu Le Reflet brisé par eux-mêmes en temps normal, qui là ont été obligés de le lire. Et le roman est sorti un peu du public cible de Magic Mirror, donc le public qui de base adore les réécritures de contes et en cherche. Et là, ça a été déstabilisant parce que mon roman est tombé dans les mains de personnes qui jamais se seraient retournées dessus, quoi. On a eu des gens, par exemple, qui n'aimaient pas les réécritures de contes, et donc, à cause de ça, n'ont pas aimé mon roman, ce que j'entends parfaitement. Il y a aussi ceux qui n'étaient pas du tout attirés par le résumé de base et ont dû le lire à contre-cœur. Puis bien sûr, il y a aussi les jurés qui ne l'avaient pas aimé parce que, voilà, tous les goûts sont dans la nature et puis ils ont trouvé quelques points négatifs. Une fois qu'il y a eu cette annonce des finalistes, dans les mois qui ont suivi, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'avis négatifs qui se sont enchaînés. Je les voyais passer, alors même je les cherchais pas activement, hein, il faut pas faire ça d'ailleurs. J'ai arrêté d'aller sur les sites de notation comme Babelio, Livre Addict, etc. parce que faut pas faire ça. En tant qu'auteur, on se fait du mal et parce qu'on va retenir que le négatif. Et ce sont des sites qui sont conçus pour les lecteurs et pas du tout pour les auteurs comme nous. Enfin bref, j'avais l'impression de voir passer plus que du négatif, comme si ça éclipsait tous les bons retours que j'avais eus avant, en fait. Avant que le Reflet brisé soit dans le PLIB, avant qu'il soit dans les finalistes. Il y a eu un contre-coup, j'avoue que j'avais pas anticipé et qui m'a fait un peu mal sur le coup. Mais depuis, j'ai fait une prise de recul qui est nécessaire, je pense. Et finalement, ça a été une expérience enrichissante. Alors c'est vrai que c'est déstabilisant, mais c'est dans l'eau en fait, c'est dans le métier quand on veut écrire un roman. Ça permet de remettre les pieds sur terre, car en tant qu'autrice et en tant qu'auteur, on doit accepter que notre roman ne nous appartient plus une fois qu'il est publié, et c'est tout à fait normal.
J'ai eu un petit passage à vide à niveau écriture dans cette période, mais il faut pas se laisser abattre à la moindre critique négative parce que sinon, on n'est pas sorti du bois, quoi. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous ceux qui souhaitent publier leur écrit. Les critiques négatives, comme je disais, elles font partie du lot et il faut l'accepter assez tôt. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être, mais concrètement, Nina, tu as écrit quoi cette année? Il s'est passé quoi d'un point de vue éditorial? Alors en début d'année, j'avais consacré mon écriture aux dernières finitions d'un manuscrit, donc qui est ma novella Sous un carré d'immortel, que j'ai envoyé en bêta lecture et que ensuite j'ai envoyé à mon éditrice au mois de mars-avril, et ça s'est passé très rapidement puisque 2 semaines après, elle m'a dit qu'elle voulait le publier, j'ai signé le contrat fin avril, voilà. Et donc là, sur cette fin d'année, j'ai fait quelques corrections éditoriales et là, c'est prêt. Il arrivera entre vos mains en 2024. Et j'en suis très fière. J'ai hâte que vous découvriez cette nouvelle histoire. Mais ce qui m'a pris la plupart de mon année d'écriture, c'est le fameux projet Folklore. Projet dont je parle quelques fois sur Instagram sans entrer dans les détails parce que moi, j'aime pas parler trop de mes projets. Tant que c'est pas signé, tant que c'est pas concret, je sais pas, mais bref. Pour refaire le point sur Folklore, donc c'est le nom de code d'une trilogie young adulte de fantasy. À ce jour, le tome 1 a été écrit et réécrit. Justement, on est sur ce problème. Et le tome 2 et 3 sont planifiés puisque je veux en faire un dossier d'envoi pour les maisons d'édition pour montrer que j'ai déjà des plans détaillés pour la suite de mes tomes. Et donc, Folklore, j'avais envoyé une première version à des éditeurs. J'ai eu un premier nom argumenté d'un éditeur, ce que je trouve super, déjà. Super encourageant de ne pas avoir une réponse type et d'avoir quelqu'un qui prend le temps d'expliquer de ce qu'il a pas aimé, mais aussi ce qu'il a aimé. Ça aide à s'améliorer, à reprendre le texte. Mais j'ai surtout eu un non, mais d'un autre éditeur qui m'a proposé un rendez-vous en visio avec 2 de leurs auteurs qui sont des membres de leur comité de lecture. Donc je remercie ces gens d'avoir pris le temps de parler de mon texte pendant un peu plus d'1 heure. Donc ils m'avaient donné un retour déjà beaucoup plus détaillé encore que le précédent dans un mail, de tout ce qu'ils avaient aimé et aussi tout ce qu'ils aimeraient bien retravailler. On en a parlé, de ce que j'étais d'accord, pas d'accord. Moi, entre-temps, entre le mail et la visio, j'avais déjà élaborer un plan d'attaque pour montrer que oui, je savais ce que je voulais faire, je prenais en compte leurs idées et j'étais d'accord. Je leur ai présenté mes nouvelles idées, ce que je voulais améliorer, ce que je voulais refaire dans cette réécriture. Ils ont été enchantés et ils m'ont invité du coup à réécrire ce tome 1 et de le renvoyer dès que j'aurais fini. Ce que j'ai fait, donc ça c'était en février, et du coup tout le reste de l'année, je me suis attaquée à cette réécriture de Folklore. Et je vous avoue que ça m'a pris plus de temps que je pensais, parce que je me suis pas mis à fond dedans autant que je l'aurais pu, je pense. Ou autant que je l'aurais voulu, en tout cas. Et là, vous me dites, mais Nina, mais qu'est-ce que t'as fait? Enfin, t'as un éditeur, enfin, en plus un éditeur, un assez gros éditeur qui était potentiellement intéressé. Bon, après, moi, je crie pas victoire tant qu'il n'y a rien de signé. Hein. Si ça tombe, ils vont me dire non au final. Mais bon, c'était déjà encourageant. Pourquoi t'as pas sauté sur l'occasion? Pourquoi ça t'a pas obsédé? Pourquoi t'as pas fait que ça? Et en fait, une raison toute simple et que j'ai pris du temps à accepter, la fatigue. J'étais overbookée avec le travail en fait. Jusque-là, j'avais des emplois du temps, un emploi du temps qui fait que j'arrivais à écrire le soir, et bien sûr le week-end, et bien sûr pendant mes vacances. Mais là, j'ai eu, surtout à la rentrée de septembre, j'ai eu de nouvelles missions, de nouvelles tâches qui font que les journées ne font que 24 heures. Ça s'accumulait et je rentrais le soir, mais je m'endormais, j'arrivais à rien faire, même lire, j'avais du mal, etc. Les week-ends parfois, mais j'avais envie de rien faire, enfin de me reposer, c'est le week-end. Alors je suis pas autrice professionnelle, je suis pas autrice à plein temps, pour l'instant ça reste quelque chose à côté de mon travail de professeur. Et ça, il faut l'accepter, et du coup, parfois, j'arrivais pas à écrire et stop quoi. Ça servait à rien de me tuer à la tâche. Et curieusement, quand j'ai eu les vacances d'été, alors là j'avais le temps pour écrire, en fait, vu que j'étais en vacances. Et j'avais le contre-coup de l'année scolaire qui venait de se finir. Et c'est aussi la période où on était justement dans ce que je disais tout à l'heure, les avis du plic qui passaient. J'avais l'impression qu'il n'y avait que du négatif et du coup ça m'a un peu plombée dans ma motivation. Et là ça allait mieux, j'ai remis le pied à l'étrier comme on dit. Et en fin d'année j'ai fini ma réécriture de Folklore, que je l'avais pas arrêtée, hein, c'est juste que je la faisais petit bout par petit bout. Je l'ai renvoyé à mes bêta lectrices qui m'ont refait un retour en me disant que c'était très positif et qu'il y avait plus que des petits détails, donc le plus gros était fait.
puisqu'il n'y avait plus que des petits détails à changer, quoi. Et là, début décembre, ça y est, j'ai renvoyé le tome 1 de Folklore et les plans, enfin, les synopsis des tomes 2 et 3, puisque les plans détaillés ont été faits. Donc quand je dis plan détaillé, c'est par chapitrage. J'ai le détail chapitre par chapitre des 2 tomes suivants. Ce qui était difficile parce que c'est la première fois que je me projette aussi loin dans l'écriture. Par exemple, j'ai planifié le tome 3 alors que le tome 2 n'est pas encore rédigé. Bref, j'ai renvoyé tout ça à l'éditeur qui avait dit être intéressé, qui m'a renvoyé un mail en me disant « C'est bon Nina, merci, on va relire tout ça. » Et du coup là, on va être dans la phase que je n'aime pas du tout, d'attente assez anxieuse, mais j'ai aussi profité pour envoyer à un autre éditeur de l'imaginaire young adulte qui a ouvert ses soumissions dans la même période. C'était la première fois qu'il faisait pour des auteurs francophones, je crois. Et sur une période assez courte, et je ne sais pas si ils rouvriront leur soumission plus tard. Donc j'ai dit, bon bah, c'était pas prévu de base, mais tant qu'à faire, j'ai rien à perdre, j'ai envoyé aussi, quoi. Et j'ai d'autres éditeurs aussi, j'ai une liste par priorité, et j'ai d'autres éditeurs dans mon viseur, et si jamais ça ne marche pas pour les deux, là, et bah je enverrai à ceux-là ensuite, et on verra. Et advienne qui pourra. Du coup, finalement, Folklore, c'est un projet qui m'a pris presque 2 ans, puisque j'ai écrit le premier jet début 2022. Et voilà, et c'est un blocage que j'ai eu aussi, parce que c'est un truc, c'est une mentalité assez toxique que j'ai avec moi-même, c'est que j'ai l'impression que de perdre du temps si c'est pas concret, si mon projet ne marche pas tout de suite, et ça, c'est complètement débile, et je le sais, il faut que je travaille. Mais par exemple, là, en 2023, je n'ai eu aucune sortie, et j'ai l'impression que, pas d'avoir raté ma vie, je vais pas aller jusque-là, j'avais peut-être une peur que si en 2023 je ne sors rien, qu'on m'oublie. Et ça, c'est complètement débile parce que, par exemple, j'ai sorti mon premier roman en 2018 et mon deuxième en 2021. Donc j'ai quand même 3 ans où j'ai aucune sortie et ça allait comme ça. Enfin, ça allait très bien comme ça. Et c'est en fait, c'est ce que j'ai enchaîné. En septembre 2021, il y a eu La Mélodie des Limbes. En mars 2022, Le Reflet Brisé. Et en mai 2022, il y a eu Miranda. Et en fait, j'ai enchaîné 3 sorties. Et je sais pas, j'ai trouvé que c'était une habitude. Mais complètement débile, la nana qui se met une pression haute pour rien, mais toute seule. Et là, en 2023, j'ai l'impression que j'étais plus là, que j'existais plus d'un point de vue éditorial dans ce milieu. Alors que ça n'a pas été une perte de temps, parce que finalement, en 2023, j'ai signé un contrat pour 2024. Et c'est très bien, j'en suis très fière. Et je me suis dit, arrête de te mettre la pression, Nina, fais les choses au rythme qu'elles doivent être faites. Voilà, laisse les choses aller. Si ça doit se faire, ça se fera. Et pour Folklore, maintenant, ce n'est plus entre mes mains. J'ai donné le meilleur de moi. Il a été écrit et réécrit. Mes bêta-lecteurs qui sont repassés dessus. J'ai eu un comité d'une maison d'édition qui est passé dessus, qui m'a redonné des conseils. Et je pense que cette version de Folklore ne peut plus être améliorée, en tout cas avec la Nina de 25 ans que je suis actuellement. Voilà. Donc voilà. Là, je suis passée sur un autre projet qui est aussi une réécriture d'une novella qui a bientôt 2-3 ans. Une novella que je souhaite sortir de mon tiroir, de la dépoussiérer et en faire un roman. C'est mon projet Lila. Le nom de code, c'est Lila. Et en ce moment, je suis en train de travailler dessus. Je l'ai relu et je suis en train de la réécrire en ce moment. Et ça se passe très bien. Et je suis contente, enfin, d'être passée à autre chose après Folklore. Qui même si j'adore ce projet, ça devenait pesant à force, j'ai l'impression de plus en voir le bout. Et là, je suis contente de moi, j'ai retrouvé la motivation. Je me fais mon propre NaNoWriMo en dehors des NaNoWriMo classiques, mais en gros, je me fais mon petit projet décembre-janvier. Et je pense qu'il sera fini fin janvier. Et après, j'ai 2 autres projets qui m'attendent et je suis très contente. Mais tout ça, ça sera pour 2024. Et du coup, je vous en parle un peu plus tard dans le podcast. Alors, à présent, je vais vous faire un retour sur mes lectures de l'année 2023 avec un peu de statistiques parce que j'adore ça. Au total, j'ai lu 65 livres. Je m'étais fixé un objectif de 5 ans, donc je suis contente, j'ai réussi à le dépasser. Et parmi ces 65 livres, il y avait 35 lectures francophones et 39 de ces romans étaient écrits par des autrices. Alors, si on répartit par genre, il n'y avait qu'une seule lecture de science-fiction, qui était Tuer les rats de Louise No chez Magic Mirror, puisque oui, j'adore la SFFF, mais plutôt la FF que la SF. Hein. Je suis pas trop science-fiction pour l'instant. Donc je disais une lecture de SF, 19 lectures que je rends dans une catégorie fantastique, horreur, 41 lectures en fantasy, puisque ça reste mon genre de prédilection,
Et enfin, 4 lectures que j'ai mis dans la catégorie hors imaginaire, donc j'ai un classique, un historique et du thriller, quoi. Voilà. Je voulais aussi faire un petit point saga. Alors, cette année, j'ai terminé plusieurs sagas. La trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden, puisque j'ai lu La fille dans la tour et L'hiver de la sorcière, qui sont les tomes 2 et 3 en début d'année. J'ai fini, grosso modo, la saga du sorceleur d'Andrzej Sapkowski. Je dis grosso modo parce que j'ai fini la saga principale, donc l'histoire de Geralt, Ciri et Nefer. Mais il reste un tome compagnon ou préquel, je sais plus. La saison des orages qui se passe, oui, je crois que ça se passe des années avant et on doit suivre les parents de Geralt. Ça, je l'ai pas encore lu, mais bon, c'est pas dans la saga principale. Donc on va dire que je l'ai quand même fini, on va tricher un peu. J'ai fini Le Veilleur de Brume. Je n'ai plus du tout le nom des auteurs, mais c'est une BD, une magnifique BD dont j'avais lu le tome 1 il y a plusieurs années et là je me suis acheté l'intégrale qui est magnifique. Et enfin, j'ai commencé et fini la saga Blackwater de Michael McDowell parce que c'était ma lecture estivale que j'ai dévorée, pareil, à la suite. Ensuite, j'ai les sagas qui sont toujours en cours mais que je compte finir en 2024, ou en tout cas les avancer. Une éducation meurtrière de Naomi Novik, j'ai adoré le tome 1. Le tome 2 est dans ma palle et le tome 3 dans ma wishlist, mais je crois qu'il sort là en janvier 2024, donc je vais pouvoir me le procurer bientôt pour pouvoir enchaîner le 2 et 3. Ensuite, j'ai commencé la duologie À l'ombre du manoir de Lizzie Felton aux éditions du Chat Noir. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Pareil, le tome 2, je vais me le procurer très vite pour pouvoir enchaîner rapidement. Dans le même style de tome 1 que j'adorais et que je veux lire le tome 2 assez vite, c'est Le clair-voyage de Anne Fakhouri. Une sorte de Alice au Pays des Merveilles, mais avec des failles. J'ai adoré le premier tome. C'est une autrice que je découvre que maintenant. Malheureusement, elle nous a quittés l'année dernière et je suis déçue de la découvrir aussi tard et de savoir que, bah, au bout d'un moment, j'aurais fait le tour de sa bibliographie. Mais par contre, le clairvoyage, je ne savais pas que c'était une duologie. Je croyais que c'était un one-shot de base. Et donc j'ai été heureuse de découvrir qu'il y aurait la suite des aventures de Clara dans le tome 2 qui est La brume des jours, que je viens d'acheter et que je compte lire début 2024. Ensuite, nous avons la trilogie Les Lames du Cardinal de Pierre Pével, dont j'ai lu le tome 1. J'ai aussi beaucoup aimé, c'est de la fantaisie historique, ça mélange un peu, vous voyez, les romans de cap et d'épée comme les Trois Mousquetaires, puisque le cardinal du titre, c'est le cardinal de Richelieu, mais avec des dragons. J'aime beaucoup et je vais vouloir découvrir la suite. Ensuite, nous avons une quadrilogie, puisque c'est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud qui est illustré par Sanoé. Pour l'instant, j'ai lu que le tome 1 de Mémoire de la forêt, que j'ai aussi beaucoup aimé. Je l'ai pris dans mon CDI, je l'ai inscrit au défi lecture du collège, un concours de lecture où les élèves votent pour leur livre préféré, etc. Et pour l'instant, mes petits 6e et petits 5e adorent ce tome 1. Donc voilà, je suis contente de leur avoir fait découvrir l'œuvre de Michael. Et donc, il y a le tome 2 et 3 qui sont sortis que je vais découvrir, je ne sais pas quand, mais je compte les découvrir et je crois qu'il y a un tome 4 de prévu. Et enfin, il me reste Anne, la saga Anne de Lucy Maud Montgomery. Je ne sais plus du tout combien il y a de tomes, 6 ou 7 je crois, il y en a pas mal. Et pour l'instant, j'ai lu les 2 premiers. Les autres sont dans ma palle et je les lirai quand il le faudra. Pareil, hein, j'ai une palle énormissime, donc on verra. Maintenant que j'ai fait le point sur mes sagas, je vais passer au négatif, entre guillemets, avant de finir sur une note plus positive. Donc là, je vais vous parler de mes déceptions qui ont été peu nombreuses. J'en ai recensé que 2, tant mieux. Donc finalement, j'ai eu une assez bonne année en termes de lecture, je suis contente. C'est deux lectures que j'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, donc des lectures récentes, et qui sont toutes les 2 en Dark Academia, qui est un genre pourtant que j'aime beaucoup. La première déception, alors attention avec mon super accent british, puisqu'ils n'ont pas traduit le titre en français, c'est If We Were Villains de M.L. Rio. Alors moi pour le coup je l'ai lu en anglais et il est sorti en France il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est chez Michel Lafon? Je sais plus. Je dis peut-être une énorme bêtise, mais si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous l'avez certainement vu passer. Pourquoi ça a été une déception? En fait, j'entendais tellement bien de ce livre que je m'attendais, je pense, à un truc de fou. Mais c'est souvent le cas, hein. Souvent, je me fais une image à cause de la hype qu'il y a autour des romans et
et je tombe de haut. Mais là, c'était le cas parce que on me disait que c'était un peu le livre de référence de la Dark Academia. Il y avait genre If We Were Villains et The Secret History de Donna Tartt, donc le Maître des Illusions de Donna Tartt en français. Et j'adore le Maître des Illusions, j'adore ce roman, il me fascine. Alors, il n'est pas exempt de défauts, mais c'est une de ces lectures qui m'a marqué parce qu'il me hante encore aujourd'hui. Alors, j'ai lu il y a 2 ans déjà. Et en fait, If We Were Villains, c'est pour moi, à mon humble avis, et vous avez le droit de pas être d'accord et d'avoir adoré, mais selon moi, If We Were Villains, c'est une pâle copie de Le Maître des Illusions, en fait. C'est limite une tentative d'imitation. Et je pense que si on découvre If We Were Villains comme première lecture Dark Academia, on peut adorer, mais passer après Le Maître des Illusions, automatiquement, c'est peut-être injuste envers le roman de M.L. Rio, mais automatiquement, moi, je suis tentée de comparer, et il n'y a pas photo, quoi. C'est pas du tout le même niveau. Alors, en fait, dans The Secret History, c'est le côté académique et élitiste, c'est un groupe d'étudiants qui étudient le grec ancien. Et dans If We Were Villains, c'est le théâtre shakespearien. Et là, encore une fois, on a un groupe d'amis rivaux, etc., qui vont s'entre-déchirer à l'intérieur parce qu'on apprend au début que l'un d'entre eux va mourir, et après, tout est un retour en arrière par le biais d'un narrateur, donc un des personnages qui narre son histoire, pour comprendre qu'est-ce qui va pousser les personnages à commettre le meurtre d'un des leurs. C'est un concept que moi j'adore. Sauf que dans If We Were Villains, je trouve qu'il n'y a pas du tout de suspense. Contrairement au Maître des Illusions, où on sait dès le début qui est mort, c'est dans l'Incipit. Là, on ne nous révèle pas tout de suite, mais on comprend très rapidement qui meurt. Et je l'ai vu venir à des kilomètres qui était le coupable. Parce que dans Le Maître des Illusions, on sait que c'est le groupe d'amis tous les coupables. Là, c'est un des amis, mais lequel, j'ai tout de suite, enfin, on comprend, je trouve, c'est flagrant, c'est à peine dissimulé, et j'ai l'impression l'autrice cherchait quand même à faire du mystère autour. Ce qui m'a déçu aussi, c'est au niveau des personnages. Ce que j'aime beaucoup dans la Dark Academia, c'est que ça travaille des psychés assez sombres, assez grises, comme on dit, des anti-héros, voilà. Et c'est ça qui est déchirant dans The Secret History. Oui, je le cite beaucoup parce que c'est pour moi le livre fondateur de ce genre. Donc automatiquement, tout ce qui a découlé après, c'est un héritage ou une réponse à l'œuvre de Donna Tartt. Et du coup, dans The Secret History, ils font des choses détestables, ils ont une côté aussi fascinante, attachante, alors que c'est des meurtriers, des gens pédants, égoïstes, élitistes, voilà. Ils sont pas aimables du tout, et pourtant on a vraiment une fascination pour eux. Et justement, ça questionne ta moralité parce que tu suis ces gens-là qui ont commis un meurtre, et limite t'as envie qu'ils s'en sortent, qu'ils ne soient pas pris par la police. Et là, dans If We Were Villains, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas du tout cette moralité. En fait, le meurtre en question, c'est plus une légitime défense. Alors que dans l'œuvre de Donna Tartt, c'est avec préméditation. Là, c'est une légitime défense. Donc, le meurtrier, en fait, on lui en veut presque pas. Parce qu'on est de son côté, on se dit, à sa place, j'aurais peut-être fait pareil, c'était plutôt une victime, voilà. Ça remet pas du tout en question la moralité du lecteur. Et je trouve ça dommage. Et puis les personnages, ils sont tellement archétypaux. Alors au début, je me dis, ah cool, c'est sur le théâtre, et chaque personnage joue un rôle au théâtre, un archétype. T'as l'ingénu, la femme fatale, le héros, le méchant, voilà. Et j'ai cru que l'autrice allait jouer avec ça et détourner ces clichés, justement. Et pas du tout. Et je trouve ça tellement dommage. Enfin bref. Puis les archétypes, ils ont... Pour le coup, ça aurait été bien de les déjouer, parce que Meredith, qui joue la femme fatale, c'est vraiment ça, quoi. Elle sert juste là à faire la belle rousse séductrice qui va créer le conflit entre les personnages masculins, et puis les deux autres filles. Enfin, t'as Vren, qui est vraiment l'ingénue, la petite blonde ingénue qui a à peine un rôle, et la troisième fille, je sais même plus son nom à quel point faut vous dire, parce que justement, sa pseudo-histoire, c'est qu'elle en a marre de jouer les bouches-trous, quoi. Mais c'est tellement pas remis en question qu'elle est elle-même un bouche-trou dans le roman, puisque je me souviens même plus de son nom, là, alors que j'ai lu il y a pas longtemps. Enfin bref, c'est vraiment une déception, quoi.
En fait, je comprends pas du tout la hype autour de ce roman. J'ai pas été aussi sévère que ça dans ma critique, je crois, mais avec le recul, je m'aperçois que... Et puis oui, le côté élitiste, ils sont tout le temps en train de citer Shakespeare, mais j'ai l'impression, je suis mauvaise langue, désolée, mais je me permets parce que l'autrice est anglophone et je sais qu'elle tombera jamais sur le podcast, donc je me permettrai pas une telle chose, mais j'ai l'impression qu'un tiers du roman, ou un quart, allez, soyez gentils, un quart du roman, c'est Shakespeare qui l'a écrit parce que c'est que des citations. Oh, allez, j'arrête, je suis méchante. Mais là, je vais être méchante aussi sur un autre, mais un peu moins parce que finalement, je peux pas tant en parler que ça parce que je l'ai abandonné au tiers. On est encore sur la Dark Academia, c'est The Atlas Six de Olivier Black, qui est sorti aussi en France. Je n'ai plus aucune idée de l'éditeur, mais vous l'avez sûrement vu passer aussi. Je crois que c'est une trilogie et que les 2 premiers tomes sont sortis. Et là, on est dans de la Dark Academia avec fantasy, quoi, avec des pouvoirs, où on va... c'est une Dark Academia basée sur une société secrète qui est elle-même basée sur la bibliothèque d'Alexandrie qui n'aurait pas vraiment disparu. Et tous les 10 ans, ils recrutent des mages qui est sur le volet très très talentueux dans leur domaine. Donc c'est les fameux 6 mages, c'est les Atlas Six, puisqu'ils sont recrutés par un mec qui s'appelle Atlas. Et ils sont dans une sorte d'endroit où ils étudient, et au bout d'un an, il y a une sorte de sélection, et en gros, il y en a que 5 qui sont pris sur les 6. Donc il y en a un d'eux qui va dégager. Alors pour moi, quand j'ai lu le résumé, je me suis tout dit, il y en a un qui meurt en fait. Alors que c'est après, quand j'ai relu, j'ai dit, ah oui, c'est pas clair dans le résumé, mais pour moi c'était évident. Bah non, en fait, pour les personnages, c'était pas évident, aussi évident que ça, j'ai l'impression. Et en fait, j'arrivais pas à m'attacher au personnage. Alors chaque chapitre, c'est du point de vue de quelqu'un. Alors, c'est un procédé que j'aime bien, par exemple dans la duologie Six of Crow, voilà, il y a plein d'autres sagas qui le font aussi, ça me dérange pas, mais sauf que là, dans aucun chapitre, dans aucun point de vue, j'arrivais à m'attacher à un personnage. Et là, c'est dur, quoi. Quand il y a 6 personnages différents et aucun ne me donne envie de les suivre, c'est dur. Et c'était lent, c'était lent. Ils arrivent, ils sont dans leur maison secrète, là. Ils étudient de la magie et il y en a 2 qui arrivent à créer une espèce de trou noir, en tout qui se téléporte. Et il y a une espèce d'attaque, mais c'est le seul truc d'action sur tout le premier tiers. Et quand je vous dis premier tiers, c'est pas sur 200 pages, hein, c'est sur... c'est un petit pavé, quoi. Du coup, c'était lent, c'était lent. Et je l'ai traîné pendant au moins 2 semaines et j'avais pas envie de me remettre dedans. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, Lina, tu le fais rarement. Mais là, ça te donne pas envie. Tant pis, tu l'abandonnes. Et c'est rare que j'abandonne mes romans. Je crois que de mémoire, j'en ai abandonné que 2. Le deuxième, enfin le premier que j'avais abandonné il y a quelques années, c'est attention, certaines personnes vont peut-être se désabonner. Attention, je lance la bombe. C'est le 3e tome d'Akotar de Sarah J. Maas. Je déteste cette saga, merci. Pouf, voilà. À part, voilà, le 3e tome d'Akotar, là, c'était mon 2e abandon. Mais en vrai, peut-être ma résolution pour 2024, si ça te plaît pas, Lina, hésite pas à abandonner. Perds pas de temps. Tu as tellement de livres à lire et tellement de choses à découvrir dans une vie où on n'aura jamais le temps de lire tous les livres qu'on veut. Perds pas de temps avec ce genre de lecture. Hop, tu passes à autre chose. Donc voilà. Donc finalement, 2 déceptions sur une année. Je trouve que ça va. J'ai plutôt bien géré mes choix de lecture dans l'ensemble. Et donc on va finir avec le positif, avec mes meilleures lectures de l'année. Alors j'avais participé, vous savez, en story Instagram, tous les mois on fait un récapitulatif de nos lectures avec un classement. Et du coup, je sais quelles sont les meilleures lectures que j'ai eues pour chaque mois. Donc je vous propose de vous faire un petit passage en revue. Et après, je reviendrai en détail sur mon top 3. Alors, en janvier, ma meilleure lecture, c'était La fille dans la tour de Catherine Arden, donc le tome 2 de la trilogie d'une nuit d'hiver. Pour ceux qui ne voient pas, c'est la suite de L'ours et le rossignol. En février, j'ai adoré Faites vos jeux de Julia Richard. En mars, c'était Les poisons de Catarse de Audrey Alouette. En avril, rien du tout puisque j'ai eu une panne de lecture, donc je n'ai rien lu. En mai, c'était la bande dessinée Adieu Aricia, qui est un hors-série de Torgal, qui est une de mes sagas de mon enfance. Ensuite, j'ai adoré Le chien noir de Lucie Barat. Au mois de juillet, ce fut le tome 3 de la saga Blackwater, donc le tome 3 qui s'appelle La Maison. Au mois d'août, c'était Descendre sur tes mains de Nora Lake. Nora Lake qui a été l'invitée du podcast pour 2 épisodes, pour l'épisode sur le roman gothique en octobre.
et le hors-série spécial Halloween sur nos lectures frissons du 31 octobre. Donc si vous voulez m'entendre parler plus en détail de Descendre sur tes mains, je vous invite à aller écouter ces épisodes. Ensuite, en septembre, ce fut le tome 1 d'une éducation meurtrière de Naomi Novik. Alors si vous voulez de la Dark Academia Fantasy, ne lisez pas The Atlas Six, mais lisez une éducation meurtrière. En octobre, ce fut Babel de R.F. Kuang. En novembre, le livre des choses perdues de John Connelly. Et enfin, en décembre, que j'ai fini il n'y a pas longtemps, La cour de l'hiver de Morgan Stankiewicz. J'espère que je le dis bien. Chez Noir d'Absinthe, qui est une très belle lecture aussi, on voice, qui mélange contemporain young adulte et fantasy. Il y a un basculement très magique qui se fait. Et c'est sur l'adolescence, la découverte de soi et la transidentité. Et c'est un magnifique témoignage, je trouve, j'ai adoré. J'ai eu plusieurs coups de cœur cette année, mais je voulais faire vraiment mon top 3 de coups de cœur. Et en fait, ça a été dur de choisir. Mais j'ai porté mon choix sur vraiment les lectures qui m'ont marquée, qui m'ont transformée presque, qui m'ont chamboulée, qui ont su pincer une corde en moi, qui ont fait vibrer quelque chose en moi. C'est la Nina du passé parfois. Je vais vous expliquer. C'est un top 3, il n'y a pas d'ordre particulier. Je pense que c'est sur la même échelle, le même podium, on va dire. Du coup, il y avait Le Chien Noir de Lucie Barat, j'en avais parlé dans l'épisode sur le roman gothique aussi, je crois, qui est une réécriture de Barbe Bleue gothique, qui a vraiment un conte noir, qui est écrit avec une plume magnifique, qui joue sur une esthétique des couleurs du noir et blanc et le contraste avec le rouge sang, parce que c'est un roman très très sanglant, puisque de base, Barbe Bleue, c'est un des contes les plus sanglants que je connaisse, et là, l'autrice arrive à transformer le récit en quelque chose d'encore plus horrible, ce que je ne pensais pas être possible. Donc ça, c'est une lecture pour lecteurs avertis. Trigger warning sur torture, meurtre, infanticide, viol, tout ce qui est de plus horrible. C'est une œuvre très vénéneuse et fascinante. Il y a zoophilie aussi dans les trigger warnings, désolée, j'avais oublié ça aussi. Mais, alors que je suis quelqu'un de très sensible, j'ai adoré parce que c'est écrit avec une telle beauté et ça dénonce. Le patriarcat, le viol conjugal, voilà tout ça. Ça dénonce toutes les horreurs de l'humanité et ça m'a rappelé un peu Berserk dans certains passages. Et ça a été une lecture aussi belle que coup de poing. Et voilà pourquoi je la cite. Ensuite, il y a Babel de R.F. Kuang. Alors là, en lecture coup de poing, on est sur la même chose. J'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps à partir du dernier tiers jusqu'à la fin. Mais j'étais il aurait pas fallu me prendre en photo. C'était n'importe quoi, j'en pouvais plus. C'est un roman Dark Academia qui a été écrit un peu justement en réponse à Le Maître des Illusions, puisque Le Maître des Illusions, ça dénonce l'élitisme, et là, ça va dénoncer autre chose, ça va plus loin, ça dénonce le colonialisme. Et je crois que dans le contexte politique en France ou dans le monde actuellement, ça fait du bien de rappeler les horreurs du colonialisme et du racisme. Enfin bref, je vais pas m'attarder dessus, c'est pas le sujet aujourd'hui. Ça se passe à Oxford dans les années 1830 et on va suivre Robin Swift, qui est la fille d'un lord anglais et d'une mère chinoise, et qui a arraché à sa Chine natale par son père, qui veut le faire étudier à Oxford, parce que Robin, par sa double identité de métisse, il parle aussi bien le chinois que l'anglais, et il va aussi étudier le latin et le grec ancien. Et dans ce monde-là, ceux qui ont le pouvoir de la magie, c'est ceux qui ont le pouvoir de la traduction. Et c'est un concept que je trouve génialissime. Donc en connaissant plusieurs langues, connaître une langue dans le sens où on est capable de rêver en cette langue tellement qu'on la maîtrise, on va graver des mots et leur équivalent dans d'autres langues sur des... Alors c'est le silver lining, je l'ai lu en anglais, mais je sais pas comment on l'a traduit en français. Mais en gros, en gravant ces mots sur ces lingots d'argent, ça va provoquer des effets. Et donc on a cette Angleterre du 19e siècle, qui est donc en plein Empire britannique, qui va puiser dans ses colonies pour récupérer ces lingots d'argent et aussi récupérer leur langue, puisque le latin, le grec et les langues romanes ont été trop utilisées, donc ils vont aller chercher ces langues qu'ils jugent exotiques, comme le chinois, justement, pour Robin. Et ça dénonce ça, en fait, ce pouvoir qu'ils veulent maintenir sur ces pays,
en les exploitant et en causant la pauvreté et la mort autour d'eux. Et Robin, c'est un personnage qui va se questionner puisqu'il est déchiré entre ces deux mondes et il va rencontrer des personnes qui, elles, ont décidé de se rebeller contre ce système raciste. Mais comment se rebeller face à tout un système? Et ça interroge sur la nécessité de la violence. Et c'est le sous-titre anglais, c'est Babel or the Necessity of Violence, le titre original. C'est une lecture qui est magnifiquement écrite, qui est coup de poing parce que on sait quand on commence ce livre que ça se passe en 1830 en Angleterre et que ça va pas révolutionner la face du monde, quoi. On sait très bien que la colonisation n'a pas fini en 1830 en Angleterre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on sait qu'il y a une certaine... ça va vers une certaine fin qui est inévitable et c'est ça qui est bouleversant. Donc voilà, Babel de R.F. Kuang. Je sais que ça n'a pas été un coup de cœur pour tout le monde, mais dans l'ensemble, j'ai vu quand même pas mal d'avis très positifs. Et enfin, la dernière lecture que je voulais citer, c'est le livre des choses perdues de John Connelly. Pareil, cette fois, alors c'est un roman qui m'a fait pleurer. Cette fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a parlé à la Nina que j'étais dans mon enfance et la Nina que j'étais il y a encore pas si longtemps, parce que ce roman, je pense que j'aurais pu l'écrire. Alors, je m'aperçois comme ça, c'est hyper prétentieux. La nana, elle dit que c'est un de ses coups de cœur l'année 2023, c'est génial, il est génial ce livre. Ah, j'aurais pu l'écrire. Non, non. Par ses thématiques, son genre et ce qu'il veut raconter, j'aurais pu l'écrire. Parce que ça parle de l'enfance, ça parle du deuil, de la nécessité de grandir, et ça parle des contes de fées et des peurs. Et tout ce que je viens de vous dire, toutes ces thématiques, on les trouve dans mon premier roman, qui est La Bête du Bois Perdu. Et c'est dingue, alors La Bête du Bois Perdu, je l'ai écrit il y a 6 ans, et je suis tellement heureuse que 6 ans après, je trouve une œuvre qui fasse autant écho, avec plus de talent et plus de maîtrise, pour le coup quand même, je trouve, j'avoue, à ça. Et c'est pour ça que je l'ai autant adoré, parce que j'ai écrit un roman qui ressemble dans les thématiques. Et c'est ce que, si j'ai écrit un roman, c'est qu'il y a une part en moi dans ce roman, donc c'est une part de moi, ces choses-là. Et le livre des choses perdues, on va suivre l'histoire de David, qui est un petit garçon qui a perdu sa maman. Le début du livre est sublime et magnifique à pleurer, où on raconte le début de la maladie de sa mère et tout ce qu'il va faire, les petits tocs qu'il va mettre en place, parce qu'il est convaincu que s'il fait ses petits rituels au quotidien, par exemple, compter tant de mots, voyez ce genre de petits rituels de l'enfance, on croit qu'ils ont un pouvoir. Vous savez, comme on dit, si j'arrive à marcher et tourner au bout de la rue avant que cette voiture arrive, je ne meurs pas. Est-ce qu'il y a que moi qui faisais ça quand j'étais gosse, et parfois encore tout de suite en ce moment? Ou est-ce que je suis une grosse folle? Ou alors faut que je finisse de faire telle action avant que le micro sonne? Vous savez, ces genres de trucs. Bref, je disais que c'était hyper touchant et je me tape des barres. Bref, David, il se met en place ses petits rituels pour que sa maman survive. Et quand sa maman va décéder de cette maladie, il va être persuadé que c'est de sa faute parce qu'il a pas réussi à garder ses rituels. Et ça, je trouve ça tellement triste et tellement touchant parce que c'est du point de vue d'un enfant. Et puis il va falloir se reconstruire parce que le papa de David va se remarier en fait. Et du coup, va falloir accepter cette nouvelle maman et le nouveau petit frère qui va arriver. Et ça, David, il veut pas. Il refuse. Et David, il se plonge dans les livres parce que les livres, c'est les histoires que lui a racontées sa maman. Et un jour, il va emménager dans la maison de sa belle-mère. Et il y a une forêt, il y a un jardin derrière. Et on est au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Et un jour, il y a une voix qui va provenir du jardin. Et cette voix, c'est la voix de sa maman décédée qui l'appelle et qui lui dit qu'elle est encore vivante, qu'elle est prisonnière de la forêt et qu'il faut qu'il vienne la chercher. David, il va pénétrer dans cette forêt, il va basculer dans un autre monde. Et un monde où il y a des loups-garous qui le traquent. Il y a un danger permanent qui rôde. Il va rencontrer des personnages qui vont lui venir en aide. Ces personnages, c'est le garde forestier, c'est des nains, les nains de Blanche-Neige. C'est Blanche-Neige elle-même. C'est des personnages issus de contes de fées, en fait. Et il va découvrir que pour retrouver sa maman, il faut qu'il traverse la forêt pour trouver le roi qui vit à l'autre bout du royaume, qui possède un livre qui s'appelle le livre des choses perdues et qui lui permettra de retrouver sa mère. C'est
un roman qui m'a fait passer par toutes les émotions, la peur, les rires, parce qu'il y a des passages assez comiques. Les nains de Blanche-Neige, c'est des nains communistes qui s'appellent tous camarades, c'est très drôle. Et en fait, ils ont... C'est pas la reine qui a essayé de tuer Blanche-Neige, en fait, c'est les nains qui ont essayé d'assassiner Blanche-Neige et ils ont fait passer la reine pour la meurtrière. Parce qu'en fait, dans cette version, Blanche-Neige, elle est insupportable et elle s'est incrustée chez eux, elle veut pas partir, donc ils en peuvent plus. Il y a aussi des passages avec l'homme biscornu, qui est un peu l'espèce de croque-mitaine qui traque David et qui s'en prend aux enfants qui disparaissent dans cette forêt. Il y a une chasseresse psychopathe qui essaie de créer des chimères entre humains et animaux. Si vous avez vu Fullmetal Alchemist, ça va vous rappeler des terribles flashbacks. Voilà, et surtout, c'est un magnifique récit sur le deuil de l'enfance. Et la fin de ce livre, pareil, la dernière phrase, je vais pas vous la dire pour pas vous spoiler, mais elle m'a retournée, mais j'en pouvais plus, j'étais vidée de toutes mes larmes. Et du coup, on retrouve des thématiques donc, comme le deuil, la forêt des contes de fées où le personnage va se perdre, le personnage du chasseur, des personnages de contes que le héros va croiser, l'homme biscornu, cette espèce de croque-mitaine qui incarne la peur. Bah, tout ça, c'est ce qu'il y a dans mon roman aussi, La Bête du Bois perdu. Donc Sibylle, elle suit un peu le même parcours que David. Elle va affronter la bête qui incarne toutes ses peurs, et en affrontant la bête, elle doit faire le deuil de sa mère, Sibylle. Voilà. Donc voilà pourquoi le livre des choses perdues m'a fait penser à La Bête du Bois perdu. Et ça m'a fait penser à une œuvre qui est sortie très récemment au cinéma. Alors je crois qu'il n'y a aucune inspiration, parce que le réalisateur, je crois que c'est inspiré c'est une histoire inédite et il y a quelques clins d'œil avec un roman japonais. Et du coup, je pense pas qu'il s'est inspiré du livre des choses perdues. Mais je trouve que le livre des choses perdues ressemble beaucoup, enfin plutôt vice-versa. Je trouve que le garçon et le héron de Miyazaki ressemblent beaucoup au livre des choses perdues. Je pense que je ferai un post Instagram pour avoir un peu l'avis des gens qui ont vu et lu le film et le livre. Parce que dans Le garçon et le héron de Miyazaki, ça se passe peu dans la Seconde Guerre mondiale aussi, bon là on est au Japon, mais on suit aussi un petit garçon qui a perdu sa maman d'une maladie, ou d'un bombardement, mais il a perdu sa maman. Ils vont à la campagne, dans la demeure de la nouvelle belle-mère, puisque le père se remarie assez vite, et la belle-mère tombe enceinte, et il y a un petit frère, etc. Et ça, le petit garçon a du mal à l'accepter, et ils vont découvrir dans le jardin de cette maison un univers où il va basculer parce qu'ils veulent retrouver leur mère. Et ils vont croiser d'autres personnages. Alors moi, je pense dans le livre des choses perdues, David voit au bout d'un moment l'homme biscornu qui s'est introduit dans sa chambre. Et dans Le garçon et le héron, au début, on voit le héron qui a une forme très inquiétante, qui va se mettre à parler, qui a un sourire, un héron, un oiseau avec des dents, c'est très inquiétant, qui va observer le héros dans sa chambre, qui va monter sur le toit et tout ça, qui va essayer déjà dans un premier temps de s'introduire dans la maison du personnage, et après c'est le personnage qui va aller le rejoindre dans cet autre monde pour trouver sa maman. Et va devoir rencontrer d'autres personnages qui vont l'aider à affronter des épreuves et arriver à la fin vers ce mentor, donc le roi dans le livre des choses perdues et l'espèce de d'oncle, le grand-oncle dans Le garçon et l'héron qui régit un peu tout. Et il y a une sorte d'héritage qui doit être fait dans les deux cas. Dans les deux cas, le mentor va proposer au héros de prendre son héritage. Est-ce que le héros va accepter ou non? Je ne vous dis pas. Et à la fin, il y a une sorte de finalité. C'est faire son deuil. Donc le héros arrive à passer outre cette perte de la mère. Et je trouve que les deux œuvres se ressemblent vraiment et je les ai adorées toutes les deux. Elles m'ont vraiment touchée toutes les deux. Et il y a vraiment une patte fantastique, inquiétante et touchante qui est très propre à Miyazaki déjà et que j'ai retrouvée dans celui de Connelly, qui fait que les deux œuvres sont des coups de cœur. Voilà, maintenant je vais vous parler de mes objectifs ou plutôt de mes envies pour 2024. Je préfère parler d'envie parce que si je mets des objectifs et que je ne les réussis pas, ça va me mettre la pression et je vais avoir l'impression d'avoir raté mon année. Et on est plus dans cette optique-là pour 2024. Voilà, bonne résolution, ne plus se mettre la pression.
Niveau lecture, alors je pourrais dire vider ma palle, mais on va être raisonnable puisque j'achète presque autant de livres que j'en lis. Donc automatiquement, la palle, elle stagne, elle ne se vide pas, elle reste à peu près à la même hauteur. Donc à la place, j'ai envie de dire que je vais me remettre à lire des classiques. Surtout que dernièrement, j'ai dévalisé la bibliothèque de ma mère. J'ai pris en otage pas mal de ses livres, donc ça serait bien que je les lise en 2024 pour lui rendre. Alors de mémoire, parmi ces livres, on a du Sartre, du Camus, beaucoup de Stefan Zweig, que c'est un auteur que j'avais découvert au lycée quand j'étudiais l'allemand et que j'ai envie de retrouver aujourd'hui. Et j'ai aussi envie de lire Le Comte de Monte-Cristo avant de voir son adaptation au cinéma avec Pierre Ninet. Donc voilà pour la lecture. Ensuite, niveau écriture, il faut que j'accepte aussi de prendre un nouveau rythme, c'est-à-dire un rythme tranquillou en fonction du temps que j'ai de disponible, voilà. Donc un rythme que je vais prendre avec mon travail au collège, mes lectures et maintenant le podcast, donc à voir comment je vais jongler tout ça, mais toujours sans pression. Alors bien sûr, je vais continuer mon projet du moment, donc un projet que j'ai commencé en décembre 2023 là, et qui va m'accompagner jusqu'au début 2024. C'est un projet que j'appelle le projet Lila, hein, c'est un nom de code. C'est la réécriture d'une ancienne novella dont je veux faire un roman, mais c'est aussi une réécriture de contes. Je crois que c'est la première fois que je dis que c'en est une, donc voilà, vous êtes au courant. Je reviens à mes sources. Je pense que ça me prendra jusqu'en janvier ou février pour le premier jet. Bon, après, bien sûr, je vais laisser reposer ce premier jet, je le reprendrai, je ferai des retouches, puis bêta lecture, voilà, la routine habituelle, ce qui me permettra donc de faire entre ces pauses où je le laisse reposer et où je l'envoie aux bêta lectrices, de bosser sur d'autres projets. D'ailleurs, dans les autres projets que j'ai en tête, j'ai une Dark Academia saphique qui va revisiter le mythe de Pygmalion avec un côté un peu slasher, même giallo, vous savez, ces films italiens bien sanglants. Et ça serait sûrement mon projet le plus horrifique à ce jour. Et j'ai aussi, alors, plus du tout la même ambiance, on est aux antipodes même. J'aimerais bien m'essayer une romantaisie un peu cottagecore, une ambiance un peu au studio Ghibli, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ce sont des envies, des inspirations du moment. J'ai quelques personnages pour ces projets, mais pas encore d'intrigue précise. Donc il faudra que je commence par un G0, c'est-à-dire la planification, quoi. Alors bien sûr, ça peut changer entre-temps, hein. Si par exemple j'ai une autre idée qui apparaît et qui se met à m'obséder d'ici là, je vais devoir me mettre à l'écrire celle-là, quoi. Ou alors, bien sûr, si j'ai un retour positif pour Folklore et que je dois bosser sur le tome 2, c'est tout jamais, on a le droit de rêver. Voilà, il faudra que je les mette de côté pour bosser sur ma trilogie s'il y a quelque chose de signé. Allez, je croise les doigts pour 2024, on y croit. Et enfin, pour terminer, je voulais vous remercier, vous, auditeurs du podcast. Vous avez tout de suite soutenu ce nouveau projet. J'ai l'impression que les premiers épisodes vous ont plu, du moins je l'espère, ce que j'ai cru voir d'après vos retours sur les réseaux sociaux. Un nouvel épisode arrive très bientôt, dans 15 jours, hein, le 15 janvier. J'ai adoré l'enregistrer car je l'ai fait avec une amie, donc j'ai très hâte que vous puissiez le découvrir. Alors voilà, pour terminer, je voulais vous souhaiter une très belle année 2024. Plein de réussite pour vos différents projets. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. À plus! Merci d'avoir écouté cet épisode d'À la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes _podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!